Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci à Christophe, merci à toute l'équipe du soir, à Olivier, à Sabine, à Michel qui ont organisé ce débat. Et on a vraiment besoin de débat. Comme l'a dit Nicolas Hulot, on a tous conscience qu'on est sur un moment de basculement et que le meilleur comme le pire sont possibles et que si on veut que ce soit plutôt le meilleur ou une société d'équilibre qui naisse de la crise, il y a besoin de débats sereins. Donc un grand merci au soir par ces parutions quotidiennes et par les temps qui nous proposent qu'on a plusieurs heures pour réfléchir ensemble. On m'a demandé d'être l'économiste de service, donc d'être concret, technique, limite rébarbatif pour être poli. Alors je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Hulot tout à l'heure. On est d'abord dans une crise anthropologique, dans une crise du sens. Céline en a parlé aussi, Jacques aussi avec d'autres mots. Mais voilà, on sent bien que la crise est beaucoup plus grave que juste un problème d'outils. Donc je vais développer quelques outils, mais quel que soit l'outil, il ne sera pas du tout à la hauteur des enjeux s'il n'y a pas une réponse collective à la demande de sens et d'une boussole qui corresponde à nos valeurs intimes. Donc, si vous êtes là ce soir, si vous avez tous conscience de la gravité du problème, mais peut-être qu'on peut le rappeler quand même si on veut convaincre autour de nous, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris depuis les mouvements, depuis ce qu'on fait à Adélaïde et d'autres, les mouvements citoyens. Il y a plein de politiques en Belgique qui réfléchissent. J'ai eu la chance, de façon discrète, de rencontrer plein de politiques en Belgique depuis 3 mois. Il y en a plein qui se réveillent la nuit pour voir. Il y en a ici et puis d'autres comment on peut agir. Et puis il y en a encore honnêtement qui n'ont rien compris, qui nous reçoivent par politesse, mais qui n'ont pas du tout compris l'urgence d'agir. Donc il faut peut-être, le journal Le Soir, vous en parliez il y a quelques jours, comment il a fait 100 degrés pendant plusieurs jours de suite en Inde. Des millions d'hommes et de femmes se demandent juste s'ils arriveront encore à avoir de l'eau, s'ils arriveront à vivre de façon digne. J'étais l'autre jour à Bamako, il m'a fallu un moment pour m'en remettre. La sécheresse qu'on vit en ce moment au Sahel, c'est la plus grave jamais vue. Les climatologues sont capables, en regardant les pollens ou la trace de l'eau dans les argiles, de remonter finement l'histoire du climat sur 1600 ans. Et depuis 1600 ans, on n'a jamais vu une telle catastrophe, une telle sécheresse. Les gens de Bamako me parlaient du sida climatique. Le vrai sida, le VIH, a fait des milliers de morts chez eux, mais ils disent que le climat, le dérèglement climatique va faire autant de morts, autant de souffrances, si on n'est pas capable de prendre le taureau par les cornes, changer de braquet. Et ce n'est pas seulement l'Inde ou les pays d'Afrique qui sont touchés. La Belgique et la France, il y a 2 ans, vous vous souvenez des inondations, la récolte de blé a perdu moins 30% en Belgique et en France à cause des inondations. Heureusement que l'Ukraine a fait une très bonne récolte cette année-là. On a tous appris en cours de biologie qu'il y a 2 greniers qui nourrissent l'Europe, la France et la Belgique et l'Ukraine. Mais si l'Ukraine, la même année, avait aussi une inondation ou une canicule qui fait que le grain de blé ne se remplit pas, on aurait tous des tickets de rationnement. On n'est pas des purs esprits, on est quand même des petits mammifères, on est content de faire 2 ou 3 repas par jour. Et si la même année, la France, la Belgique et l'Ukraine ont ce genre de catastrophe, et ça peut arriver n'importe quand, les climatologues disent bien qu'il y a une accélération, une augmentation voilà. Donc il y a vraiment une urgence totale à agir. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est pas avec la COP numéro 35 qu'il faudra trouver des solutions, c'est maintenant. Comme économiste, je vais essayer de montrer comment on peut financer. Nicolas Hulot disait « le nerf de la guerre, c'est l'argent ». Il est temps de déclarer la guerre au dérèglement climatique. C'est la seule guerre qui ne fera aucun mort et qui va même nous éviter des millions de victimes. C'est la seule guerre qui va rassembler les peuples au lieu de les diviser. Donc il faut déclarer la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et je vais expliquer comment on peut trouver les masses nécessaires. Mais on peut déjà dire ce que ça nous coûte de ne rien faire. Ça, c'est les sociétés d'assurance qui vous montrent depuis le début des années 70 comment les événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences financières et économiques ont déjà été multipliés par 2,5. Quand il y a des millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau, quand il y a des millions d'Américains dont la maison est foutue en l'air par un cyclone ou par des feux de forêt, déjà, il faut être aveugle. Et ça cette courbe sous-estime la souffrance des pays du Sud où les gens sont très mal assurés, mais même les sociétés d'assurance ou de réassurance nous disent qu'on va vers des catastrophes, même du point de vue bêtement économique et financier, et pas dans 2 siècles, mais dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 25 ans, et on sera tous encore là et on se mordra les doigts si on n'a pas agi. Si on ne fait rien, les climatologues en France, en Belgique nous disent que dans 30 ans, dans 40 ans, ça va être très compliqué. Les 50 degrés que subit la population indienne depuis 2 semaines, en France, en Belgique, on aura de plus en plus souvent des canicules à 50, 51, 52 degrés tous les 3 ou 4 ans. Et ça, le corps humain n'aime pas. Je dois ne faire que 10 minutes, donc je ne vais pas insister sur la gravité, mais je pense qu'il y a plein de nos dirigeants à qui il faut qu'on l'explique sereinement. Ils n'ont pas encore compris l'urgence d'agir, ni les cercles vicieux qui accélèrent le problème. L'Europe sera de plus en plus touchée, de plus en plus gravement, et dans les pays du Sud, ce sera pire. Si on va vers un scénario à 3 ou 4 degrés de réchauffement, les océans vont moins se réchauffer, les terres émergées vont plus se réchauffer. Et par exemple pour l'Afrique c'est immense, on pourrait y passer la nuit sur les différentes zones d'Afrique, mais la plupart des scénarios prévoient que les récoltes de nourriture vont être divisées par 2. S'il y a moins d'eau et plus d'évaporation, il
n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre le problème. Et si les récoltes sont divisées par 2 alors que la population double, on comprend tous la souffrance de millions d'hommes et de femmes et les problèmes ingérables qu'on aura derrière nous. L'ONU nous annonce qu'on aura 140 millions de réfugiés climatiques d'ici 30 ans. C'est des hommes et des femmes qui auront le choix, ce que tu as dit Nicolas, soit ils meurent sur place, soit ils essayent de traverser la Méditerranée. Comment est-ce que l'Europe va faire pour accueillir de façon fraternelle et non violente? D'après cette étude, c'est 90 millions d'hommes et de femmes qui devront quitter leur pays en Afrique pour essayer de vivre ailleurs. C'est pas pour rien si les climatologues ont eu le prix Nobel de la paix, c'est bien la paix mondiale qui est en jeu et ça va pas être cool pendant 29 ans et un problème dans 30 ans. Voilà, on est encore dans ce moment excitant où il est possible d'agir, mais dans 10 ans, si on n'a pas complètement changé de braquet, tous on s'en voudra à nous-mêmes et à nos voisins en disant on a été nuls, on savait qu'il était possible d'agir et c'est pour ça que les années qui viennent sont absolument fondamentales. Plus aucun doute est là sur la réalité du réchauffement, je l'ai dit, plus aucun doute non plus sur le diagnostic. Tous les climatologues maintenant sont d'accord. En France, Claude Allègre avait fait un livre pour expliquer qu'il y avait encore un doute, qu'on ne savait pas trop d'où venait est-ce qu'il y avait vraiment un réchauffement ou pas. Suite à ce bouquin indécent, tous les scientifiques de France ont demandé qu'il y ait un débat loyal à l'Académie des sciences. Et après 6 mois de débat à l'Académie des sciences, où tout le monde a pu mettre ses arguments sur la table très sereinement, Claude Allègre a dû avaler son chapeau. Et à l'unanimité, l'Académie des sciences a voté un texte, donc y compris Claude Allègre qui était là et qui a voté contre ses idées, pour dire qu'il n'y avait plus aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique et qu'il était dû à plus de 95% aux activités humaines, en particulier le CO2. Ça, c'est le CO2 depuis 800 000 ans qu'on peut mesurer à travers le CO2 qui est capté dans les glaces. Vous voyez que depuis 800 000 ans, évidemment, il y avait des oscillations qui étaient dues en particulier au fait que la Terre ne tourne pas de façon parfaite autour du Soleil, mais jamais, jamais depuis 800 000 ans, on avait dépassé les 300 unités de CO2 dans l'atmosphère. Et en un siècle, vous voyez comment en un siècle, par nos modes de consommation, par nos transports, par notre mode de vie, par notre consommation d'énergie et notre production de CO2, en un siècle, on a réussi à dérégler un système qui était en gros à l'équilibre depuis 800 000 ans. Et la pente, c'est vraiment flippante et vraiment inquiétante. Depuis 1957, les scientifiques américains mesurent très précisément tous les jours, toutes les semaines, tous les mois le CO2 dans l'atmosphère. Et depuis un an, enfin la dernière année, ça augmente 4 fois plus vite, je ne vais pas être trop long sur le diagnostic, mais depuis 5 ans, l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, ça va 4 fois plus vite que dans les années 60, quand on a commencé à le mesurer finement. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'on est proche d'un point de basculement, et ou bien on en profite pour faire naître un nouveau modèle de société, et je vais expliquer comment c'est possible, ou bien le dérèglement va s'accélérer et nous échappera. Le problème n'est pas linéaire. La plupart de nos politiques ont l'habitude de gérer des problèmes linéaires. Moi, ça fait 30 ans qu'en France, qu'on parle du déficit de la Sécu. Le gouvernement arrive, il fait un plan de réforme et puis il passe au suivant, qui passera au suivant. Mais là, c'est un peu comme quand on était petit, il y avait des toboggans où au début, la pente est encore assez limitée. On peut, si on veut s'arrêter, si on a la trouille, on peut s'arrêter. Mais après ça, il y a une pente très rapide et là, on ne peut plus s'arrêter. Et sur le dérèglement climatique, tous les climatologues nous expliquent qu'il y a des cercles vicieux qui s'accélèrent. La fonte des glaces fait qu'il y a de moins en moins de surface blanche. Le permafrost se décongèle et on voit du méthane qui est 24 fois plus grave pour l'atmosphère. Voilà. Et donc, on est sur la pente où on peut encore s'arrêter, mais dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, personne ne sait, il n'y aura pas un jour où on va entendre un gros craquement, mais à coup sûr, ce sera trop tard. Donc même l'ONU, en général, les rapports de l'ONU, c'est ce qu'on lit le soir pour s'aider à dormir, mais les derniers rapports de l'ONU, j'espère qu'il n'y a pas les gens de l'ONU ici, les derniers rapports de l'ONU, ils se lâchent et ils expliquent en fait qu'on n'est pas du tout à la hauteur et qu'il y a un écart catastrophique entre ce qu'il faudrait faire et les engagements des États. J'ai vu encore ce matin que la Belgique n'était pas bien notée parce qu'elle ne tenait pas ses engagements. Et là, c'est le cas de la plupart de nos pays. Mais l'ONU nous dit de toute façon, même si vous teniez vos engagements, ce que vous avez mis en annexe des accords de Paris, même si tous nos pays tenaient leurs engagements, on ne va pas du tout dans le bon sens, ce ne sera pas du tout suffisant. Ça, c'est la courbe des émissions de CO2 depuis le début des années 70. On voit que même si tous nos pays tenaient leurs engagements, et quasiment aucun de nous le fait, on aurait quand même, c'est le scénario vert, un réchauffement à 3, 3,2 ou 3,5 degrés avec des conséquences humaines, agronomiques sur la gestion de l'eau absolument catastrophiques. Donc l'ONU nous supplie, les gens de l'ONU nous supplient de changer complètement de braquet pour casser la courbe et disent que ça se joue tout dans les 10 ans qui viennent et qu'il faut être capable, en Europe et ailleurs, de diviser par deux nos émissions d'ici 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 11 ans, donc il y a absolument le feu au lac.
On sait très bien ce qu'il faut faire dans tous nos pays, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie. On sait d'où vient le CO2. En France, c'est d'abord les transports. On a une alimentation qui a fait des milliers de kilomètres. On a beaucoup trop de camions sur les autoroutes. On a tous une grosse voiture qui brûle beaucoup d'essence. C'est l'industrie, c'est l'agriculture, notre mode d'agriculture et notre modèle de consommation. C'est l'habitat qui est très... Quand Nicolas, tu as démissionné, tu dis « je voulais 7 milliards pour isoler les maisons en commençant par les plus précaires ». C'est un vrai sujet pour le confort des gens, pour la qualité de vie, pour leurs dépenses de chauffage et pour la planète. Mais donc, il n'y a pas de mystère. Maintenant, on a plein de gens qui travaillent là-dessus. On sait ce qu'il faut faire. Et si on veut arriver à 0 émission dans 30 ans, c'est que 100% de nos logements doivent être isolés, 100% de nos bureaux, 100% de nos usines, 100% des écoles et des salles de théâtre. On sait ce qu'il faut faire. La question est juste, est-ce qu'on a peur de ce chantier ou est-ce qu'on y va franchement? Est-ce qu'on est capable de se donner une dynamique collective? Quand certains en France et en Belgique ont demandé l'école pour tous, en France c'était Jules Ferry et d'autres, certains disaient mais non, c'est sympa comme idée mais le pays n'est pas assez riche, on a encore besoin des enfants dans les mines ou dans les fermes. Et il y a eu une pression des citoyens, moi je l'ai découvert récemment, il y a eu à l'époque en France 1 200 000 citoyens qui ont signé une pétition pour demander à Jules Ferry de faire l'école pour tous. Et à l'époque il n'y avait pas Internet, pour recueillir 1 200 000 signatures, il fallait une volonté des citoyens parce qu'il y avait déjà des lobbies qui bloquaient. Et derrière c'était un bazar monstrueux mais on y est arrivé. En 30 ans, en Belgique comme en France, en gros en 25 ans, on a été capable de faire l'école des filles, l'école des garçons, la maison des maîtres, dans tous les villages. Évidemment, c'est plus compliqué que prévu, évidemment on s'engueule un peu parce que le maire et l'architecte ne sont pas tout à fait d'accord, mais dans des pays, Belgique ou France, qui étaient beaucoup moins riches qu'aujourd'hui, il y avait une ambition collective qui était partagée, on a été capable de dépoter et en 25 ans de faire l'école pour tous. De même, quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent que ce n'est pas réaliste, il est fou. Et c'est aller sur la Lune, mais c'est juste impossible. Mais des millions de gens se disent « mais je suis heureux d'être dans ce pays, c'est un objectif qui me parle ». Kennedy met les moyens, le budget de la NASA va être multiplié par 15, donc il va y avoir quelques comptables qui s'étranglent, mais le budget de la NASA, il le met, on crée 400 000 emplois, et 7 ans plus tard, on est allé sur la Lune plus vite que ce qui était prévu. Donc peut-être qu'aujourd'hui, sauver notre petite planète, ou sauver notre humanité, est encore plus important que d'envoyer quelques personnes sur la Lune il y a 50 ou 60 ans. Donc la question est, est-ce qu'on a compris que ça peut être une bonne nouvelle, une opportunité pour vivre bien, avoir un autre modèle d'agriculture, créer des emplois? En France, on a le soutien de l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, qui dit que tout ce qu'on propose est tout à fait sérieux, faisable, et que rien qu'en France, on pourrait créer 900 000 emplois. Et créer 900 000 emplois, des vrais emplois correctement payés sur tous nos territoires, ça veut dire en gros 5 millions d'emplois dans toute l'Europe, à un moment où le chômage et la précarité font des dégâts partout, ça vaut le coup d'en même temps sauver la planète et créer massivement des emplois. Juste la question, c'est comment on amorce la pompe, comment on finance, et le problème est le même partout. J'étais l'autre jour au Bundestag, Peter Altmaier se faisait engueuler par ses collègues du gouvernement parce que Altmaier venait de dire « je ne sais pas comment financer la loi sur l'efficacité énergétique, il faut repousser la sortie du charbon ». Et un quart d'heure après, des membres de sa coalition disaient « Peter, tu n'as pas le droit, il faut se creuser la tête ». En Allemagne, c'est le patronat de l'industrie qui dit, c'est très intéressant, ils ont travaillé pendant 1 an, ils rendent un bouquin de 300 pages à Angela Merkel pour dire « il faut réussir la transition ». C'est une obligation et c'est une opportunité. On va innover, créer des emplois, mais ils disent qu'il nous faut 50 milliards chaque année pour rester compétitif. Et Angela Merkel fait gloops, parce que s'il faut 50 milliards rien que pour l'industrie, les transports en commun vont demander aussi 40 milliards, le bâtiment, l'agriculture, et Merkel dit « je ne sais pas comment financer ce chantier ». La semaine suivante, c'est Rutte aux Pays-Bas qui voit le niveau de l'océan qui monte. La justice a condamné l'État néerlandais pour son inaction, et c'est très bien, ça pousse, mais Rutte dit « je ne sais pas comment financer ni l'isolation des bâtiments, ni le fait qu'il faut se protéger de l'océan qui monte ». Donc le problème est le même partout, et au niveau de l'ensemble de l'Europe, c'est la Cour des comptes européenne qui dit qu'il faut trouver 1100 milliards d'euros chaque année. C'est très intéressant. C'est la Cour des comptes, c'est des gens sérieux qui passent leur temps en général à dire « attention, il y a des contraintes que vous ne respectez pas assez bien ». Et là, la Cour des comptes nous dit qu'il y a des contraintes encore plus importantes que les contraintes comptables. C'est juste l'avenir de notre humanité. Et la Cour des comptes aussi dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle en a marre, ils se lâchent là eux aussi, ils en ont marre des scénarios qui finissent bien en 2050, parce que tout d'un coup, en 2040, on a trouvé le budget qui va bien, et qu'en 2043, il y a l'invention technologique qui déchire. Et ça, ils disent que ça n'est pas sérieux, dans des pays laïques, de compter sur une accumulation de miracles dans la dernière décennie. Et donc,
Et donc la Cour des comptes nous dit que dès le prochain budget européen, en 2021, et depuis 3 semaines je suis député européen, on ne va pas lâcher le morceau, la Cour des comptes dit dès le prochain budget, il faut trouver chaque année 1100 milliards, c'est colossal, et ça veut dire que ceux qui rêvent d'un financement 100% privé ou ceux qui rêvent d'un financement 100% public, je suis fatigué, doivent comprendre que ces deux utopies sont mortelles et que quand on cherche 1100 milliards chaque année et dès 2021, il faut mixer les financements. Donc 1000 milliards, ça nous fait plaisir. Quand même, je vois ici des amis avec qui on avait créé le collectif Roosevelt, avec Michel Rocard, avec Edgar Morin et Nicolas Hulot nous avaient soutenus. C'était un de nos slogans. En 2012, déjà, on disait, quand il y a eu la crise financière, ce que tu as dit tout à l'heure, Nicolas, quand il y a eu la crise en 2008, il a suffi de quelques semaines pour que la Banque centrale mette 1000 milliards pour sauver les banques. Et donc, on disait, heureusement qu'on l'a fait en 2008, heureusement qu'on a sauvé les banques, mais on disait peut-être qu'on pourrait faire pareil pour sauver le climat. Et certains nous disaient, vous êtes sympa, mais ça n'est pas possible, la BCE l'a fait une fois, elle ne voudra jamais le refaire. Et puis, en fin 2014, il y a un tabou qui est tombé, et la BCE voit que la croissance ralentit partout, que même l'Allemagne a eu un trimestre avec un PIB qui recule, et donc en fait la BCE annonce un truc que personne ne voyait, beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas possible, elle annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Quand j'étais petit, on appelait ça la planche à billets. Maintenant, on met des mots chics pour que les citoyens se disent « j'y comprends rien, vaut mieux pas que je m'en occupe ». On appelle ça le quantitative easing, mais c'est la même chose. La Banque centrale, mais tout est fait pour si on s'en mêle de trop près, ça va nous obliger à une révolution intellectuelle. Donc tout est fait pour que les citoyens se disent « je les laisse faire, ce sont des spécialistes, on leur fait confiance ». Donc la Banque centrale annonce qu'elle va créer 1000 milliards, et en plus de ce quantitative easing de routine, en plus, elle fait de temps en temps des TLTRO. S'il y a des élus locaux dans la salle, ils vont faire un malaise, parce que dans chaque village de Belgique ou de France, on passe des heures pour trouver 1000 euros par-ci ou par-là, ou 10 000 euros pour équilibrer le budget. Et là, vous voyez, en mars 2017, en une seule journée, la Banque centrale a créé 233 milliards d'euros qu'elle a donnés à taux négatif aux banques, en espérant que les banques vont relancer l'activité. Avec notre ami Philippe Maystadt, qui hélas n'est plus de ce monde, mais Philippe nous a beaucoup aidé avec un courage impressionnant jusqu'à encore quelques jours avant de partir. Philippe nous a beaucoup aidé pour comprendre ce qui se passait dans les systèmes monétaires. On a regardé tous les TLTRO qui ont été faits, tout le quantitative easing, on a enlevé tout ce que les banques ont déjà remboursé, et personne ne nous a contredit depuis 2 ans. On peut montrer qu'il y a eu 2600 milliards d'euros créés en un peu moins de 3 ans. 2600 milliards. Ça tombe bien, ça fait à peu près 1000 milliards par an. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La Cour des comptes nous dit que si on veut sauver le climat et la biodiversité et créer des emplois, c'est encore possible, mais qu'il faut en gros 1000 milliards par an. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand tu étais au gouvernement, on t'a dit, Nicolas, qu'il n'y avait pas d'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que juste en voyant les chiffres de la BCE, on voit qu'il y a de l'argent. La question est de savoir où est allé cet argent. Et là aussi, si vous avez des gens qui vous aident, la BCE en fait est assez transparente. On peut montrer qu'il y a eu 11% de l'argent donné aux banques qui est allé dans l'économie réelle. Les prêts aux ménages, les prêts à l'immobilier ont redémarré dans la plupart de nos pays, mais 89, presque 90% qui n'est pas allé dans l'économie réelle. Soit il a été redéposé tout de suite à la BCE, soit l'essentiel est parti à la spéculation. Et tous les mois, les marchés financiers battent des nouveaux records. Ça, c'est la courbe des indices financiers aux États-Unis. Nous, en France, on a le CAC 40. Vous, en Belgique, je ne sais pas comment il s'appelle, Le Bell 20. Aux États-Unis, c'est le Dow Jones. Voilà, donc le Dow Jones, la dernière fois qu'il y a eu une crise financière en 2008, le Dow Jones était monté à 14 000 points, 14 000 avant de s'effondrer. Il y a 1 an, il était à 20 000 et la semaine dernière, il était à 26 000 points. Donc Trump se réveille la nuit pour faire des tweets pour dire que c'est génial, on n'a jamais vu un tel niveau de spéculation. Mais le FMI nous dit qu'on va vers une nouvelle crise. C'est le journal Les Échos, ce n'est pas l'extrême gauche anticapitaliste qui nous dit qu'une nouvelle crise pourrait provoquer 10 fois plus de dégâts qu'il y a 10 ans. Donc la crise du sens dont tu parlais tout à l'heure, on la voit en énorme. Est-ce qu'on nous a dit à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, mais parfois on se demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. Parce que le GIEC... Le GIEC nous prévient depuis 30 ans et ce qui se passe en ce moment est très proche de ce qu'avait dit le GIEC il y a 30 ans. Donc sans doute ils ont raison. On nous dit qu'on peut encore sauver la mise mais que sinon si on tarde trop ça va être catastrophique. On nous dit que c'est une opportunité pour créer des emplois correctement payés, pour respirer un air moins pollué, avoir une alimentation plus saine, c'est une opportunité. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. En fait il n'y a jamais eu autant d'argent et l'argent au lieu d'aller créer des emplois, il va à la spéculation et nous prépare une crise qui peut être dramatique. Et on est comme le lapin qui voit le camion arriver et si on ne réagit pas, on sait bien
bien qu'on va se prendre la double crise et la crise financière, flambée du chômage et des populismes, et puis dans 5 ans en disant ce sera trop tard pour le climat. Donc est-ce qu'on est comme des benets qui attendent la crise finale, ou est-ce qu'on est capable de réagir, parce qu'on est des milliers et des millions à se réveiller la nuit, est-ce qu'on est capable de réagir et de pousser nos dirigeants à l'audace? Et donc nous, ce qu'on propose, on a rédigé un traité, et Nicolas nous a beaucoup aidés, on a rédigé avec des juristes, Olivier Tuteur et d'autres, des grands juristes qui nous ont aidés, et on va le mettre sur la table de négociation. On a dit qu'on ne voterait pas pour celui ou celle qui va remplacer Juncker, qui ne s'engage pas par écrit à ce que le traité soit mis sur la table avec tous les chefs d'État et proposé à tous les peuples d'Europe dans l'année qui vient. Ce n'est pas dans 20 ans. On veut qu'il soit proposé à tous les peuples dans l'année qui vient. On veut créer 2 outils. Premier outil, c'est mettre la création monétaire, ce dont je viens de parler, au service du bien commun, stopper la spéculation, dire à la BCE qu'elle peut arrêter la planche à billets et qu'on va créer une banque du climat qui aura comme obligation de fournir à chaque État membre une enveloppe chaque année qui correspond à 2% de sa richesse nationale. Le chiffre de 2%, il vient de Nicolas Stern, le grand économiste anglais, qui dit que le coût de notre inaction et qui dit que si on veut gagner la bataille, c'est encore possible en continuant ce qui existe, en poussant les banques et les assurances à stopper les investissements bruns et en obligeant, par exemple par une directive européenne, les banques et les assurances à tourner tout leur financement dans les 5 ans qui viennent vers ce qui est bon pour la planète. Et en plus, Stern dit que chaque pays devrait avoir une enveloppe de 2% de son PIB. Donc on crée une banque du climat, et c'est faisable en moins d'1 an, et le traité dit que chaque pays a une enveloppe. La France aurait chaque année 45 milliards d'euros à taux zéro, la Belgique aurait chaque année 9 milliards. Quand les ONG ont été reçues par Charles Michel fin janvier après la grande manif, Charles Michel a dit mais qui va payer, où trouver l'argent? Eh bien il y a un traité européen qui dirait la Belgique a chaque année 9 milliards pour l'efficacité énergétique, les transports en commun, l'agriculture et les renouvelables. Donc c'est le premier point et c'est faisable en quelques mois. On a été reçu à la BUI il y a 1 an, je parlais plus lentement, j'étais entouré de tech, pas de tech, voilà, mais aussi on m'a donné plus que 10 minutes Christophe, hein, ils avaient été, bon, je rigole, petite blague, c'est une blague. C'est une blague. J'ai fini dans 2 minutes et je vous remercie pour votre patience. Pour de vrai. Sinon, on n'invitera plus de Français. Donc, l'idée, on ne touche pas à la BCE. Certains, quand tu étais venu nous soutenir à l'UNESCO, tu m'avais dit que l'Élysée avait relu ton discours pendant toute l'après-midi. Nicolas, ils avaient peur que Mario Draghi s'énerve parce qu'il croyait qu'on voulait changer la BCE. On ne touche pas à la BCE, mais on crée une banque du climat et de la biodiversité. Soit on transforme la BUI, soit on fait une filiale de la BUI, mais il n'y a aucun problème. Les gens de la BUI rappellent que quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de 6 mois, pour que Helmut Kohl et François Mitterrand comprennent qu'il fallait créer un outil pour financer la transition. À l'époque, ce n'était pas la transition écologique, c'était la transition de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, mais en partant de rien, en 6 mois, ils avaient créé la BIRD. Là, on ne part pas de rien, il y a la BUI, il y a la KfW, il y a le savoir-faire, il y a des milliers de milliards qui sont disponibles, donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'en moins d'1 an, on peut créer une banque du climat qui va alimenter tous nos pays. Deuxième point et dernier point, je vous rassure, en plus de ces prêts à taux zéro, il faut un budget. Encore une fois, c'est notre ami Philippe Maystadt qui m'avait aidé à y voir clair, parce qu'au début, avec Rocard et d'autres, on était uniquement sur l'idée de la Banque du climat. Et quand on rédigeait le premier bouquin qu'on a fait avec ton aide et avec Jean Jouzel, Philippe Maystadt m'avait dit, si tu fais seulement des prêts à taux zéro, il n'y a pas vraiment d'effet catalyseur. Si on veut demander à tous les Belges, tous les Allemands, tous les Français d'isoler leur maison, si on veut isoler toutes les PME, toutes les écoles municipales, ça veut dire que chaque famille va s'endetter pour faire vraiment une isolation correcte d'une maison, c'est 25 000 ou 30 000 euros. Si on demande à chaque famille de s'endetter à hauteur de 25 000, on ne pourra jamais accélérer. Pour beaucoup de gens, c'est beaucoup trop cher. On ne pourra jamais le rendre obligatoire. Notre objectif est vraiment d'accélérer. Donc Philippe, entre autres, Philippe Maystadt nous disait il faut qu'il y ait des subsides, il faut qu'il y ait des subventions. Donc on veut qu'il y ait un budget climat au niveau européen. Dans tous nos pays, on a fait un budget pour l'éducation. Quand on a fait l'école pour tous, on n'a pas dit aux parents qu'il y aurait des prêts à taux zéro. L'école, chez nous, était gratuite 1 semaine avant d'être obligatoire. Sinon, elle n'aurait pas pu être obligatoire s'il fallait que chaque parent paye l'école. Donc, on veut un budget climat, 100 milliards chaque année, avec 3 objectifs fondamentaux. Un vrai plan Marshall pour l'Afrique. La plupart des Africains veulent vivre mieux, avoir un développement économique plus important, mais si ça passe par plus de pétrole et plus de charbon, on est foutu. Donc il faut investir dans les renouvelables, mais aussi dans les politiques d'adaptation. Donc un vrai plan Marshall pour l'Afrique et la Méditerranée. Un programme de recherche. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus, on a mis des milliards pour faire Ariane. Est-ce qu'on est capable d'inventer la voiture du futur ?
Bien sûr, il faut d'abord utiliser son vélo ou marcher à pied, il faut d'abord les transports en commun, mais tous, il y a des moments où on a besoin de mobilité personnelle. Donc est-ce que l'Europe est capable d'inventer la voiture qui va consommer beaucoup moins et surtout des renouvelables, ou l'ordinateur qui va consommer moins? Donc on a besoin d'un vrai programme de recherche, et puis des subsides, que chacun de nous, s'il fait des travaux dans sa maison, s'il faut isoler ce bâtiment, s'il faut isoler les bureaux de journal le soir ou tous nos bureaux, que la moitié de la facture soit payée. Le but est que la moitié de la facture de tous ces travaux d'efficacité soit payée par la collectivité. Donc comment trouver 100 milliards sans avoir des millions de gilets jaunes qui bloquent tous nos carrefours, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin de justice fiscale et qui se comprend. Je rappelle que 30% des Belges ou 30% des Français n'ont pas 1 euro d'économie. On est un grand nombre à être dans le rouge tous les mois. Maintenant, depuis que je suis député, ça va être mieux, mais j'ai connu aussi des moments où... Pardon, non mais je n'oublierai pas... Mais je n'oublie pas les années où j'étais dans le rouge tous les mois, où j'avais la trouille, effectivement, et des millions de voilà. Donc je ne plaisante pas du tout ce besoin de justice fiscale. Quand 30% d'entre nous sont dans le rouge et n'ont pas 1 euro d'économie, on ne peut pas leur demander à eux de payer l'addition. Donc qui va payer si on veut un budget? C'est une vraie question. Et on reprend une idée de Jacques Delors, qui il y a 20 ans disait que la priorité de l'Europe, en 2005, il était en débat avec José Bové au moment du référendum en France, et Jacques Delors, José Bové montrait cette courbe qui montre que tous les pays baissent leur impôt sur les bénéfices depuis que l'Angleterre est rentrée. C'est à qui va baisser son impôt sur les bénéfices parce que le voisin fait pareil. Donc il n'y a jamais eu autant de bénéfices. Le Figaro titrait l'autre jour les dividendes en augmentation de 23%. En tant que tel, et là peut-être qu'on est d'accord avec Jacques, le fait qu'il y ait des bénéfices est plutôt un bon signe. Ça veut dire que l'entreprise va bien. La question est de savoir où vont les bénéfices. Autrefois, Sarkozy disait qu'il voulait un partage en 3 tiers, 1 tiers des bénéfices pour les salariés, 1 tiers pour l'investissement et 1 tiers pour les actionnaires. Mais ça, c'est un rêve très lointain. La part des bénéfices qui va aux salariés est très faible, celle qui va dans l'investissement stagne complètement, et la part des bénéfices qui quittent l'économie réelle explose de plus en plus, plus 23% pour les dividendes. Donc on pense qu'on peut effectivement reprendre l'idée de Jacques Delors de créer un impôt européen sur les bénéfices. Vous voyez cette courbe, elle est quand même assez impressionnante. En moyenne, en Europe, on est tombé à 19% le taux d'impôt sur les bénéfices, 19, tandis qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt était stable à 38. Parce que quand Roosevelt arrive, il y a le même problème, la Floride baisse son impôt, le Texas baisse son impôt, l'Arkansas baisse son impôt, mais en 4 mois, Roosevelt a fait un impôt fédéral et en prenant 38%. Les actionnaires ont grogné pendant quelques mois, mais Roosevelt a tenu bon, et même Ronald Reagan ne l'a pas remis en cause. Seul Trump l'a fait, et avec Trump, l'impôt est tombé à 24 aux États-Unis. Mais donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on peut créer un impôt. On ne touche pas les artisans, on ne demandera pas d'efforts aux artisans ni aux petites entreprises, mais on peut demander aux actionnaires, on va tous faire des efforts, prendre moins souvent l'avion, prendre son vélo, manger moins de viande. Et il est normal que les actionnaires fassent aussi des efforts. Donc, on propose un impôt européen sur les bénéfices entre 1 et 5%, et qui dépendrait de l'évolution du bilan carbone des entreprises. Si l'entreprise fait des efforts pour diminuer son bilan carbone, elle payera moins d'impôts. Et si on a cet impôt sur les bénéfices, on peut avoir effectivement un effet catalyseur. Si on a en même temps la Banque du climat qui fait des prêts à taux zéro et des subsides, des subventions, on pourra dire que chacun de nous peut faire des travaux d'isolation dans sa vie perso, dans son entreprise, en divisant par 2 la facture. Je m'arrête en disant qu'il faut absolument qu'on se mobilise là-dessus, qu'il n'y a pas de baguette magique. J'ai une amie qui est médecin qui travaille sur le sida, qui dit qu'on n'a jamais trouvé un médicament efficace contre le sida, mais c'est avec une trithérapie. Ceux et celles qui ont attrapé le virus prennent tous les jours 3 médicaments, et avec la trithérapie, on peut stopper la réplication du virus. Et là, il n'y a pas de baguette magique, mais en même temps, si on demande aux banques, aux assurances de stopper tous les investissements bruns, si en même temps on augmente le prix du carbone, si on change la loi et que par la loi on dit dans 20 ans tous les bâtiments doivent être isolés, dans 20 ans on a un modèle d'agriculture différent, et si on a le financement du pacte climat, ça peut changer quand même beaucoup de choses. Merci. Merci, merci. Merci pour lui. Ça va bien se passer pendant 5 ans à Bruxelles, hein, pour vous ici. Vous avez été tellement long, mais tellement passionnant que vous avez oublié la question à Nicolas Hulot. Je vous écoute.
Désolé vraiment d'être trop long. Pas de souci, Je suis pas de fatigué, souci. j'ai du mal à couper. Bon, Nicolas, ça fait très longtemps que tu soutiens ce projet. Déjà, quand tu étais le conseiller de François Hollande, tu m'as appelé en disant « Est-ce que tu veux venir François Hollande pour le convaincre là-dessus ?» Et toi, tu étais convaincu. Quand tu étais ministre, je ne trahirai pas le secret des discussions, mais tu avais demandé avec d'autres ministres à Emmanuel Macron de nous recevoir et de reprendre ce projet. On voit bien qu'hélas, il n'y a aucun chef d'État, sauf peut-être Pedro Sánchez, l'espagnol, mais il n'y a encore aucun chef d'État qui, à mes yeux, comprend la gravité et voit l'opportunité. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui bloque? Et tu as la chance d'avoir ici, en même temps, des relais d'opinion importants, des responsables politiques de différents partis, et puis ceux et celles qui ont fait les plus grandes manifs jamais vues, 90 000 personnes en janvier ou en décembre. Donc, tu as une grande partie de la société civile dans sa diversité. Qu'est-ce que tu nous donnes Mais pour de vrai, on a envie de gagner la bataille, toi aussi. Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil pour faire bouger les choses dans les mois et les années qui viennent? Je vais essayer de répondre en 30 secondes. Mais les 30 secondes de la Rotorua. Hein. Non, j'ai pas de conseil, Pierre, à vous donner. Je constate que les économistes qui murmurent à l'oreille des présidents sont toujours les mêmes. L'économie, c'est une science vivante. Et il serait bien que, de temps en temps, on change les interlocuteurs. Parce que moi j'ai découvert à travers toi, à travers Alain Grandjean, à travers Gaël Giraud, à travers Nicolas Stern, à travers Joseph Stiglitz, ces gens-là il y a longtemps qu'ils ont anticipé sur tout cela. Alors de temps en temps, pour faire bien, on va les mettre sur la photo, on va les rencontrer, on va leur confier une petite mission. Mais ceux qui sont là en permanence pour prendre, ou en tout cas influer sur les décisions économiques, pardon de le dire, mais c'est toujours les mêmes. On n'a pas changé les interlocuteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, effectivement, à un moment ou à un autre, notamment ceux qu'on appelle les économistes alternatifs ou les économistes atterrés ou que sais-je encore, ça soit eux qui, quelque part, insufflent ou conseillent les présidents. Mais j'ai bien le sentiment que le personnel n'a pas véritablement changé alors que les paramètres ont changé. Bon, mais tu sais, on dit qu'une idée n'est jamais aussi forte que quand son temps est venu. Donc je pense que le temps de sortir d'une forme d'intégrisme financier économique est venu, me semble-t-il, comme j'espère que le temps est venu de ce vieux serpent de mer qu'est la taxe sur les transactions financières, dont jamais la nécessité n'a été aussi flagrante. Je vous remercie beaucoup.